J'ai regardé juste le tout début de la vidéo et je me suis dit non, il faut quand même react entre nous parce que ça a l'air d'être collector cette vidéo. C'est Bruno Le Maire. Bon, c'est déjà le début d'une bonne blague. C'est Bruno Le Maire qui est sur BFM Business en direct du forum de Davos pour réagir sur les mobilisations contre la réforme retraite et essayer de convaincre les Français que la réforme retraite c'est une bonne chose. Et ça dure 16 minutes. Non mais des fois il y a des trucs comme ça qui tombent du ciel et qui te refont ta journée quoi. Et donc on va regarder ça ensemble parce que ça va être important de savoir c'est quoi les éléments de langage que la Macronie nous balance pour essayer de nous vendre sa réforme. Parce que mine de rien, à force de le répéter dans tous les médias en permanence et à force de le répéter aussi aux éditorialistes qui le répètent en permanence comme on l'avait vu là durant une précédente vidéo, et c'est sûr que la Macronie elle a quand même une puissance de frappe médiatique et que les arguments qu'ils balancent on va les retrouver chez d'autres personnes. Et quand on va être face à ces personnes qui vont répéter ces arguments, il va falloir savoir quoi dire pour essayer de motiver les gens, quoi. Que ce soit pour la réforme retraite ou même pour aller plus loin parce qu'il y a 1000 autres problèmes en France qu'il faut régler et qu'on peut peut-être régler en même temps, comme ça ce sera fait. Bon allez, on va se regarder ça. Moi j'ai regardé que le tout début, j'ai regardé que la première minute. Ça va être bien. Nous sommes en direct avec Bruno Le Maire. Ils ont envie de crever les gens quoi. Bruno, du sommet mondial de Davos. Incroyable. Davos, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est une ville en Suisse, c'est le forum de Davos, c'est donc plein de gens qui se regroupent, notamment des très riches avec des représentants des différents États et notamment français. Et l'objectif quand tu as Bruno Le Maire qui va là-bas, c'est essayer de vendre la France aux investisseurs en disant que c'est une terre d'accueil pour les capitaux étrangers et qu'il ne faut surtout pas hésiter de miser sur les entreprises françaises. Donc il y a plusieurs arguments pour dire ça. Le premier, c'est de dire que en gros l'État est suffisamment fort, convaincant avec beaucoup de police et beaucoup de propagande pour essayer de faire les réformes qui sont nécessaires pour pouvoir après piquer tout notre pognon et rembourser les investisseurs. Et deuxièmement, que l'État est prêt à investir des milliards dans des projets à la con pour essayer de rentabiliser les investissements étrangers. Et à chaque fois, tu as une espèce de surenchère qui se fait, pas spécialement dans le forum de Davos, mais en permanence entre les différents pays pour savoir quel État va donner le plus de pognon aux investisseurs étrangers pour que les investisseurs étrangers puissent investir dans ces pays-là. Avec d'un côté la France qui donne des milliards pour les batteries au lithium, pour les mines au lithium, pour les voitures électriques, et de l'autre côté, par exemple, les États-Unis qui donnent 400 milliards comme ça pour essayer de valoriser son industrie et qui fait que on se fait un peu baiser. Donc le maire quand il va là-bas, c'est juste pour vendre notre cul quoi. Grosso merdo, c'est ça. Évidemment, on va parler. L'inflation est-elle maîtrisée? La Chine est-elle plus dangereuse ou moins dangereuse que les États-Unis? La crise de l'énergie est-elle terminée? Mais on commence. Bruno Le Maire, bonjour et merci d'être. On a vraiment confiance à Bruno Le Maire pour nous expliquer tous ces sujets-là, quoi. Vraiment. Avec nous, bien évidemment, par cette forte mobilisation hier. Bonjour Christophe Jacobizine. Bonjour, et je suis avec Laure Closier pour cette forte mobilisation, bien évidemment. Est-ce que vous êtes surpris par la force de cette mobilisation et est-ce que du coup, ça vous fait un peu, pas plier, fléchir, mais hésiter? Non, je ne suis pas surpris. Cette mobilisation est compréhensible. Elle est légitime. Nous sommes une grande démocratie où chacun a le droit d'exprimer son opposition à un projet du gouvernement. C'est là où je me suis dit que ça allait être sympa cette vidéo. Donc là, pour Bruno Le Maire, la démocratie, c'est juste contester. On a le droit de contester en démocratie. C'est tout. Alors eux, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, les dirigeants. Ils vont l'appliquer, cette réforme de merde. Mais nous, en tant que membres d'un pays démocratique, on a le droit de contester, on est légitime de contester. Mais heureusement qu'on est légitime de contester, heureusement qu'on est légitime de faire des manifestations, heureusement qu'on est légitime de faire grève, Bruno. Attends, mais tu t'es cru où, toi, là? Je veux dire, la démocratie, c'est pas juste gueuler. D'accord? La démocratie, c'est pas juste être contre, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et quand le peuple dit nous sommes à plus de 70% contre cette réforme retraite, à un moment donné, il faut l'abandonner si on est un tout petit peu démocrate. Quand tu as 9/10 des actifs qui sont contre cette réforme-là, il faut l'abandonner si on est un minimum démocrate. Mais ce qui est rigolo, c'est que il y a tellement de gens qui sont contre cette réforme-là qu'il est obligé de concéder en disant alors oui, bon, les manifestations, là techniquement, là, pour le coup, c'est pas une prise d'otage, c'est pas contre la République, c'est normal, patati patata, parce qu'évidemment, il va pas se mettre à dos 9/10 des actifs, alors que la mobilisation, elle peut exploser, elle peut déborder, elle peut se renforcer, tu vois. Donc évidemment, il va concéder un petit peu. Il va concéder sur la forme en disant que c'est normal, mais il faut essayer, j'imagine, de convaincre un petit peu plus, parce que ça tourne en boucle, de toute façon, la Macronie. On va essayer de convaincre un petit peu plus, patati patata. D'ailleurs, ce qui est rigolo aussi, c'est que le petit Macron, là, il parle plus, tu vois. Il fait des petites vidéos sur l'écologie sur YouTube, mais il ne parle plus. Il envoie ses sbires, tu vois. Il envoie Bruno Le Maire défendre le truc. Comme avant, en 2019, et Pixelmore, il a fait une vidéo là-dessus que je vous mets en description. On voit qu'avant, la précédente réforme retraite, c'était d'autres ministres fusibles qui étaient envoyés. C'était Delevoye, c'était Sibeth Ndiaye, c'était l'autre là, Édouard Philippe, etc., etc. Et donc, à chaque fois, ce sont des nouvelles coquilles vides qui apparaissent
apparaissent devant la télévision et qui prennent tous les coups médiatiques et qui défendent des réformes de merde en répétant seulement les éléments de langage qui leur a été écrit par McKinsey, en répétant encore les mêmes conneries, quoi. Et donc c'est ça la démocratie, c'est juste des fusibles qui sont envoyés tous les ans pour défendre le même projet à la con, pendant que les riches et les très très riches en France s'enrichissent comme des goinfres avec cette politique-là. À un moment donné, il faut peut-être pas nous prendre pour des cons, Bruno. Nous savions avec le président de la République, avec la première ministre Elisabeth Borne, que nous proposions une réforme qui est difficile pour beaucoup de nos compatriotes. On demande à tous les Français de travailler plus longtemps. Il est évident que ce n'est pas très populaire. Le mot compatriote. Donc en gros, là, l'objectif, c'est de dire en gros, nous faisons tous partie d'une même patrie, d'une même nation. Et qu'en temps de crise, toute la nation doit faire des efforts. Et on doit travailler plus longtemps parce que nous sommes des compatriotes pendant une période de crise. Je ne suis pas du même pays que LVMH qui fait je sais pas combien de dizaines de milliards d'euros de bénéfices. Je ne suis pas du même pays que Total qui se fait des milliards de dividendes. Je ne suis pas du même pays que les financiers qui se font des milliards en spéculant sur la famine, en faisant monter les prix du blé par exemple. Je ne suis pas de ce même pays que ceux qui font de la spéculation sur l'augmentation des prix de l'énergie et qui foutent des centaines, des milliers d'entreprises et des millions de personnes dans la merde. Je ne fais pas partie de ce pays-là. Je ne fais pas partie de cette nation-là, d'accord ? Parce que eux, c'est précisément ceux qui posent problème, c'est eux qui créent la misère, c'est eux qui créent les galères, c'est eux qui créent les injustices, d'accord ? Donc non, je ne fais pas partie du même paquet qu'eux, je ne fais pas partie de la même nation qu'eux. C'est ça qui est marrant avec le concept de nation, tu vois, c'est que tu peux l'appliquer n'importe où, parce qu'on pourrait très bien faire un discours patriotique en disant « Nous sommes dans une période de crise, et donc il faut que les plus riches, qui se goinfrent de milliards puissent redistribuer à ceux qui créent la richesse dans ce pays. » Ça, c'est un discours patriotique qui marche aussi, comme son discours patriotique marche en faisant en sorte de tout mettre dans le même paquet, comme si les financiers faisaient autant d'efforts que nous pour répondre à cette crise-là. C'est juste que le concept de nation, tu peux en faire ce que tu veux, et eux, ils l'utilisent évidemment pour nous mettre dans une espèce de fraternité avec ceux qui causent les problèmes, tu vois, en essayant de nier les différents intérêts et le fait que ce soit ces salauds-là qui causent les problèmes. Alors moi, je veux bien être patriote, hein, mais bon, il faut savoir quelle patrie on a. Et visiblement, la vision de la patrie de Bruno Le Maire, c'est pas la même que la mienne, et que la sienne sert des intérêts qui sont très particuliers et qu'on devine parce que ça va toujours au même endroit. Et ça, c'est vraiment la crise qui tombe du ciel, toi. C'est ok. Et d'où vient la crise ? Qui en profite ? Non, c'est juste la crise. Il faut qu'on soit solidaires. Il faut qu'on essaye de travailler tous ensemble, machin. Ça ressemble à un petit truc pétainiste quand même. Hein. C'est comme toi qui as serré la main à Hitler et tu demandes de travailler pour toi. Bon, c'est comme bizarre ça. Mais c'est ce qui va sauver le régime de retraite par répartition. C'est ce qui va garantir l'équilibre financier. Vous étiez contre. Enfin, je le regarde dans les yeux comme si c'était une vraie personne. La Macronie était contre. Ce type-là était déjà ministre de l'économie à l'époque quand ils étaient contre le système par répartition, quand ils voulaient justement le défoncer, parce que pour eux, il était injuste. D'accord ? Vous vous souvenez, avec la retraite à points, 1 euro cotisé par n'importe qui, ça aura le même truc à la retraite, donc ça va être universel, ce sera beaucoup plus juste que le système par répartition, patati patata. Et donc là, ils changent seulement de discours parce qu'ils se rendent bien compte que juste un libéralisme dégueulasse, ça ne marche plus, et que du coup, il faut essayer de faire passer ça pour quelque chose de bien, pour quelque chose de juste, avec un petit accent de parti socialiste, tu sais, en disant oui, il faut réformer pour un système plus juste, pour la République sociale, les trucs, les machins. En réalité, il veut juste nous faire travailler plus longtemps et mettre un petit pas de plus vers la privatisation des retraites, mais dans la façon de propager leurs mensonges, ils passent par là, ça va être plus juste. Donc juste, Bruno, arrête de nous prendre pour des cons quand tu dis que tu veux sauver le système par répartition, quand tu voulais le défoncer juste avant. C'est juste que stratégiquement, tu as changé de veste, c'est tout, comme tu changes toujours de veste. D'ici 2030, donc il faut continuer à expliquer, continuer à convaincre, continuer à défendre cette réforme. Convaincre. Mais tu crois qu'on n'est pas assez convaincus ? Mais toute la France est convaincue du fait que cette réforme, c'est de la merde. On est tous convaincus de ça, il n'y a pas de souci. On est tous convaincus, on a tous fini le débat, on a tous notre opinion et ça ne va pas changer. Donc tu peux continuer d'essayer de convaincre, mais à chaque fois que tu prononces des mots, il y a plus de gens qui sont convaincus du fait que la réforme, c'est de la merde. Je veux dire, ces types-là, ils sont en train d'organiser le 49.3, ils sont en train d'organiser le 47.1, comme on avait vu dans les précédentes vidéos. Ça veut dire que ces types-là, qui veulent convaincre apparemment à la télé, ils refusent même d'essayer de convaincre l'Assemblée nationale, ils veulent passer en force. Mais pour qui ils nous prennent, ces gens-là ? Pour qui ils nous prennent ? Et d'ailleurs, c'est marrant, là, vous voyez le Davos 2023, et à côté, retraite, vers des évolutions de la réforme après la mobilisation. Et lui, la seule réponse qu'il a, c'est « on va convaincre ». Genre, on est con
quoi. Genre, on n'a pas compris toute la beauté de ce système-là qui va nous permettre de travailler 2 ans de plus et qu'on adore travailler pour les financiers, c'est incroyable. Et une fois qu'ils auront réussi, non pas à convaincre, mais à nous imposer cette réforme à coup de chantage parlementaire, à coup de police qui sera envoyée, à coup de propagande permanente, là, à ce moment-là, où ce sera même pas voté au Parlement, mais peut-être au Sénat vite fait, et ben quoi, ils vont dire quoi ? Ils vont dire, nous avons réussi à convaincre les Français de cette réforme. Non, vous avez réussi à imposer cette réforme. C'est tout ce que vous avez réussi à faire. Vous avez utilisé cette saloperie de 5ème République pour imposer votre merde. C'est tout. Et tu sais, c'est vraiment genre, on va essayer de convaincre, comme si on était, tu sais, dans un dîner mondain où tu avais des gens qu'il fallait essayer de convaincre pour financer ta start-up à la con. Tu sais, c'est vraiment cette mentalité-là. Mais les gars, l'entièreté des médias sont détenus soit par les milliardaires, soit par l'État directement. À partir de quel moment vous essayez de convaincre ? Vous essayez juste de faire du bourrage de crâne en réalité. C'est ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas juste de convictions qui s'affrontent dans des trucs intelligents. Non, c'est en boucle les mêmes conneries. C'est pour ça qu'il faut absolument arrêter le truc de genre la liberté d'expression, le truc de on va essayer de débattre avec des arguments rationnels, etc. Il n'y a pas de lieu pour ça quand tous les médias sont privatisés par des milliardaires. Ça n'existe pas. Il y a juste un rapport de force entre des putains de bourges qui essayent d'imposer leur réforme à la con à travers tous les outils qu'ils ont à leur disposition, et ils en ont, et nous qui créons des espaces comme les manifestations, comme les assemblées générales pour essayer de discuter en dehors de ces cadres-là. Il n'y a rien d'autre que ça. Je suis énervé ? Je suis un peu énervé. Non, c'est le matin aussi, j'ai bu du thé, voilà, je suis excité. Bon, que voulez-vous ? Dont j'estime qu'elle est juste, qu'elle est équilibrée et qu'elle est efficace pour le rétablissement des comptes de ce système de retraite par réforme. Alors, c'est pas mon avis, c'est pas l'avis des Français, c'est pas l'avis du Conseil d'orientation des retraites, et c'est l'avis d'à peu près personne à part des éditorialistes que vous avez invités à l'Élysée qui ont répété tout ce que vous dites. Voilà. Bon, si toi tu le dis, Bruno, hein. Tu sais, Bruno, c'est quand même le type, mais qui à chaque fois, à chaque crise, demande aux industriels d'être gentils, tu vois. C'est lui qui disait aux fournisseurs d'électricité, soyez gentils s'il vous plaît, ne vendez pas votre électricité trop cher. Il disait aux grandes entreprises, soyez gentils, essayez de redistribuer un peu les dividendes, etc., etc. C'est quand même incroyable qu'il soit une aussi grosse serpillière face aux milliardaires, et que par contre, pour sa réforme retraite, là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de compromis, c'est imposition, on impose, il n'y a même pas de débat, quoi. C'est quand même étrange, le fait qu'ils ne nous considèrent pas de la même façon, nous, le peuple, que eux, les milliardaires. C'est fou, hein. Ouais, c'est comme si on avait un qui avait plus participé à son élection que d'autres, quoi. C'est bizarre. Surtout que là, il est en train de préparer le financement de sa prochaine campagne présidentielle, donc c'est pour ça qu'il va à Davos ou tout, hein. Oh, on le connaît, le petit Bruno, on le connaît, hein. Je vous dirais que maintenant, c'est le temps du Parlement. Le gouvernement a fait une proposition qui me paraît juste, équilibrée, et qui, je le redis, a un énorme avantage. Elle garantit l'équilibre financier. Ok, pardon. Le temps du Parlement. Quand tu as quelqu'un de démocrate, de républicain qui arrive et qui dit « Je suis le ministre de l'économie et dorénavant, c'est le temps du Parlement, ce n'est pas moi qui décide ». Quand il dit juste ça, t'as l'impression que c'est quelqu'un de gentil. Moi, j'ai envie d'être républicain et démocrate, j'ai envie de laisser le temps du Parlement décider parce que machin. Mais les gars veulent passer en 47-1. Le 47.1, c'est précisément imposer le temps du Parlement en disant que vous n'avez qu'une dizaine de jours pour débattre de tout ça et que si vous n'avez pas le temps, eh ben ça passe quand même, les gars. Donc, en gros, c'est lui qui impose le temps du Parlement. C'est le gouvernement qui fait ça, qui est en train d'outrepasser l'Assemblée nationale. Donc, de quoi tu parles, Bruno ? De quoi tu parles ? C'est précisément ce que vous voulez éviter, le temps du Parlement. C'est quand même une drôle de démocratie où tu as des gens non élus qui imposent un temps de débat sur les gens qui sont censés être la représentation nationale. Donc, bon, lui, il choisit le timing, tu sais, en disant oui, vous avez que 10 jours pour débattre de ça à l'Assemblée nationale, bon super, et ben nous on va décider du timing aussi, on va aller dans la rue, on va poser le mouvement social sur la table et on va dire tant que vous ne retirez pas cette réforme là, nous on va faire grève. Bah oui, bah c'est ça aussi, on impose notre temps aussi les gars, et nous on le fait avec nos armes et notre façon, parce que vous là, vous pouvez faire vos petites ordonnances, vos petits trucs à la con, nous on n'a pas de ça parce qu'on n'a pas le pouvoir pour l'instant, le jour où on va vous dégager, on va le prendre, vous inquiétez pas, et ben nous pendant ce temps là, on fait grève, on fait manifestation et on gagne du temps pour pouvoir débattre de tout ça, pour pouvoir discuter de tout ça, pour pouvoir vous empêcher de faire toutes les conneries que vous avez prévu de faire. Bah oui, la démocratie, c'est un rapport de force entre le peuple et les milliardaires, hein. Toujours, nous on rentre là-dedans, on est des démocrates finalement. C'est l'équilibre financier en 2030. L'un des éléments clés de cette réforme, c'est de pouvoir garantir aux générations qui viennent qu'en 2030, nous aurons retrouvé l'équilibre, que nous n'allons pas accumuler les déficits, que nous n'allons pas nous mettre en difficulté financière. Donc je le redis, toutes les ouvertures, toutes les discussions sont intéressantes, toutes les propositions sont utiles, mais elles doivent s'inscrire dans un cadre financier qui garantit le retour à l'équilibre en 2030. Pour moi, c'est un point absolument fondamental de cette... Le mec a quand même répété équilibre financier là en 30 secondes au moins 6 ou 7 fois, quoi. Je sais pas si le message est passé. Le message, c'est que nos dirigeants sont des comptables. Voilà.
C'est tout ce qui les intéresse, c'est des comptables. Il faut l'équilibre financier, l'équilibre financier, l'équilibre financier. La question qui va être importante, c'est comment est-ce que vous faites l'équilibre financier? Parce que moi, j'ai une idée pour faire un équilibre financier aussi, mais apparemment, c'est pas trop là où vous êtes d'accord. Moi, je dis, par exemple, on enlève le CICE qui ne crée aucun emploi et les 20 milliards, on le met dans les réformes retraites. Comme ça, votre déficit imaginaire des 14 milliards que vous exagérez à partir de scénarios du Conseil d'orientation des retraites qui n'existe pas, ce déficit imaginaire-là sera largement comblé par ces 20 milliards. Là, il y a un équilibre financier. Mais à mon avis, c'est pas ce qu'il va dire. À mon avis, c'est pas ça. C'est sa vision d'équilibre financier. Réforme. Dernière question justement sur la réforme des retraites. Est-ce que cet équilibre dont vous parlez et dont vous êtes le gardien passe forcément par 60... Cet équilibre financier dont vous êtes le gardien. Cet équilibre financier dont vous êtes le gardien. Alors déjà, c'est un discours religieux, ça, tu sais. L'équilibre financier, le sain équilibre financier dont vous êtes le gardien, vous, Bruno Le Maire, que vous devez défendre, quoi qu'il arrive, contre tous ceux qui essayent de l'attaquer, cet équilibre financier. Ça, c'est de la propagande. D'accord ? C'est le gars de BFM TV, évidemment, qui répète ça. Et il pose ça à Bruno Le Maire comme... à partir de quel moment tu poses des questions comme ça à un ministre ? Bref, bon... Arrêtons, c'est BFM, c'est normal qu'ils fassent ce boulot-là, ils sont payés pour ça, c'est des chiens de garde, ils sont payés pour ça. Mais il faut se dire quand même, quand le seul objectif de l'État, comme le président de Bruno Le Maire, c'est avoir un équilibre financier qui se fait sur la destruction des systèmes hospitaliers, parce que c'est ce qui se passe depuis des années, sur la justice, sur l'école, sur les retraites, sur les médicaments, etc., comme c'est le fait depuis des années et des années. En réalité, ils sont les garants de l'équilibre financier pour essayer de piquer le pognon aux pauvres un maximum, pour essayer de privatiser un maximum tous les marchés, et qui vont permettre du coup aux grands bourges de pouvoir conquérir ces marchés de la retraite, ces marchés de la santé, avec des cliniques privées, avec des plans épargne retraite à la con, avec des investissements à la con qui se font privés à travers des banques pour aller choper du pognon, de la spéculation, du 440, de la bourse, du machin des trucs. C'est juste ça en réalité. L'État est le garant de l'équilibre financier pour garantir un État fort pour que ces bourges-là, ces milliardaires-là se fassent encore plus de pognon pendant que nous, on se voit être détruits et dépossédés de tout ce qu'on avait collectivement. Et tu sais, c'est un peu la même histoire entre les gardiens de l'équilibre financier et les gardiens de la paix. Tu sais, les gardiens de la paix, c'est les CRS. Voilà, les CRS qui sont du coup cette milice politique qui nous tabasse à coups de matraque dès qu'on devient un petit peu dangereux, qui nous envoie des flashballs à la gueule pour nous éborgner, qui nous arrache nos mains, d'accord, avec leur putain de grenade à la con, ou qui nous butent aussi, ça arrive assez régulièrement. Et du coup, les gardiens de l'équilibre financier, voilà, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Oui, je crois que ça, ce sont des piliers essentiels de la réforme. Et si on veut qu'une réforme tienne bon, il faut que les piliers fondamentaux soient préservés. Les 43 ans de durée de cotisation, l'âge légal à 64 ans, ce sont des piliers qui garantissent cet équilibre financier en 2030. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que la réforme, elle est négociable. On peut la changer, etc. Pas le problème. On va laisser le temps au Parlement juste en leur donnant 10 jours pour essayer de changer l'article 1 et 2 et pas plus. Mais par contre, il ne faut pas toucher à l'équilibre financier qui est le sain équilibre financier et qui passe forcément à travers la retraite à 64 ans et les 43 années de cotisation. Donc si on ne peut pas changer les 43 années de cotisation, si on ne peut pas changer la retraite à 64 ans parce que tu l'as décidé, en fait, le Parlement, il va décider de quoi ? De rien du tout. En fait, il n'y a pas de négociation. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'équilibre financier, on n'y touche pas. Cet équilibre financier, c'est forcément la réforme retraite à 64 ans avec 43 années de cotisation. Mais par contre, si vous voulez, on peut négocier. Mais sans toucher à cet équilibre financier, dont les piliers sont la retraite à 64 ans et les 43 années de cotisation. Mais par contre, on peut négocier. Mais pas sur l'équilibre. Tu vois, ça tourne en boucle, en fait. Ça tourne en boucle. Du coup, il n'essaye pas de convaincre. Il essaye juste de mettre des cercles dans notre cerveau pour qu'on arrête de réfléchir et qu'on soit ensorcelé par ce qu'il dit. Mais sauf que, Bruno, ça fait des années et des années que tu nous répètes la même chose. On comprend au bout d'un moment comment ça marche ta propagande. On comprend au bout d'un moment comment ça marche ta langue de bois. On comprend que lorsque tu parles, la seule chose que tu veux faire, c'est pas essayer de donner des arguments qui seraient convaincants, c'est juste d'essayer de nous ensorceler, quoi. Et à un moment donné, la magie, ça marche peut-être en 2017 quand il faut voter pour le Macron plein de cocaïne, mais au bout d'un moment, là, en 2023, quand il y a tout qui se pète la gueule et qu'en plus, vous voulez nous faire travailler 2 ans de plus, ça passe plus, quoi. Ça passe plus. Qu'il ne faut pas affaiblir les piliers d'une réforme. Je rappelle par ailleurs que ces propositions représentent déjà une avancée, une concession par rapport à ce que le président de la République avait proposé pendant la campagne présidentielle. Nous avions proposé 65 ans. Et Mais il y a 43 années de cotisation.
Donc même si vous mettez la retraite à 64, il y aura une décote parce que la cotisation, on se prend 3 ans de plus, donc ça change rien en fait. Ça change rien. Sauf si vous voulez qu'on prenne des retraites privées de complémentaires, de trucs à la con de vos amis financiers. Et à partir de ce moment-là, c'est pas grave de partir à la décote puisque on aura donné des milliers d'euros qui vont servir les sports spéculatifs, quoi. Merde. Nous avons entendu discuter, la Première ministre a passé beaucoup de temps à discuter avec les organisations syndicales, avec les partis politiques pour essayer de trouver le meilleur équilibre possible qui nous amène à un âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Tout le monde est contre ça, tous les syndicats, même la CFDT est contre ça. Tous les partis politiques, sauf les Républicains, évidemment, sont contre cette merde-là. Donc, vous n'avez rien négocié, en fait, en passant juste de 65 à 64 sans toucher aux années de cotisation. Vous n'avez rien négocié. Vous avez juste changé de stratégie. Vous avez changé de stratégie. Parce que la réforme à point que vous avez fait en 2019, en réalité, ça mettait vénère les profs, par exemple, parce que eux, ça veut dire 67 ans à l'époque. Et que maintenant que c'est 64, ils ont l'impression qu'ils ont gagné quelque chose et ils sont moins en grève. Et que vu que vous touchez moins au système particulier, genre les gens de l'opéra, etc., bah, eux, ils se mettent pas en grève cette fois-ci. Eux, ils se ramènent pas avec leur tutu derrière les opéras pour voir les gens du peuple et pour protéger leurs petits intérêts particuliers. Et là, maintenant, ils font juste hop là, on va danser pour les bourges H24. C'est ça, en fait, la réalité. Vous changez juste de stratégie. Mais par contre, le fond est exactement le même. C'est vouloir privatiser, encore une fois. Donc, vous n'avez rien négocié. Vous avez juste changé de stratégie par rapport au rapport de force parce qu'en 2019, il y a eu une grosse mobilisation et que cette fois-ci, vous avez appris et que vous voulez éviter ce truc-là. C'est tout. Pas plus, pas moins. Arrêtez de croire qu'il y a eu des corps intermédiaires qui ont permis de construire en coopération de trucs, de machin avec tout la société civile ou quoi. Non. C'est juste un changement de stratégie. Vous faites un truc clair et simple et puis vous balancez votre propagande dans tous les médias avec tous les éditorialistes qui répètent exactement la même chose en espérant que ça passe. Et puis si ça déborde un petit peu, vous envoyez les flics matraquer tout le monde et on n'en parle plus. Bruno, on te voit et tu pues de la gueule. On te le dit, tu pues de la gueule, ok ? Donc arrête d'ouvrir la bouche. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis des semaines, le gouvernement explique que nous n'aurons pas de récession. Et quand les Cassandres nous annonçaient en décembre qu'il y allait avoir une multiplication de faillites, la récession pour la France, que les nuages s'accumulaient, nous avons continué à expliquer que l'économie française résistait. Bon, il y a deux choses rigolotes là-dedans. Déjà, le fait qu'ils disent on a expliqué machin. Non, vous n'avez pas expliqué, vous avez répété. Vous avez répété qu'il n'y aura aucun problème. Vous avez répété qu'il n'y aura pas de récession. Vous aurez répété qu'il n'y aura pas de faillite d'entreprise. Vous n'avez fait que répéter ça. Vous n'avez pas expliqué. Et justement, ils essaient de faire un miroir par rapport à ça en disant que eux, ils ont expliqué alors qu'ils n'ont jamais fait ça. Mais par contre, les Cassandres qui ont dit que ça allait être la fin du monde, eux, ils ont juste dit « Oh, regardez, dans la France, il y aura des nuages noirs partout, le tonnerre va gronder, les plaies d'Égypte vont arriver. » Comme si ceux qui critiquaient l'économie française et le gouvernement français, c'était des gens qui seraient des illuminés, tu sais, qui ne feraient que balancer par plaisir, par espèce de sadisme, comme si on était les méchants de la cour de récré, en disant que tout ça va se péter la gueule, parce qu'on adore dire que ça va se péter la gueule, alors qu'il y avait des vrais arguments que ça allait se péter la gueule et que les faillites, oui, ont augmenté par rapport à 2019, l'année de référence, d'accord ? Et que si les tribunaux n'étaient pas débordés par les fermetures d'entreprises, peut-être que les chiffres seraient plus gros, mais que là, oui, réellement, il va y avoir un problème dans l'économie française quand tu as énormément d'entreprises, de restaurateurs, etc., qui vont fermer, quand tu as tous les prix qui augmentent, et que ça va encore augmenter en mars lorsque les grandes surfaces vont renégocier les prix avec les distributeurs. Mais surtout, et ça me fait plaisir, il utilise Cassandre, qui est un excellent streamer de art, mais il parle pas de Cassandre le streamer, il parle de Cassandre la mythologie, tu sais, les Grecs, les trucs, les machins. Alors moi, je m'y connais pas, tu vois, j'y connais pas du tout, je m'en fous. Et d'ailleurs, il compte sur mon inculture pour essayer de faire croire que Cassandre, machin, c'est incroyable, sauf que chez nous, là, dans la bande de copains, il y en a qui ont fait des études, il y en a qui ont regardé qu'est-ce que c'était la mythologie, et Cassandre, c'est qui ? Bah, c'est le type qui était là en disant, oui, machin, Troie va se faire envahir, ça va être la chute de Troie, machin, et il y a tout le monde qui lui riait au nez. Mais la fin de l'histoire, c'est quoi ? Bah, la fin de l'histoire, c'est qu'il y avait Brad Pitt dans le cheval de Troie et qu'il est sorti et qu'il a défoncé Orlando Bloom. C'est ça qui s'est passé en réalité. Et Troie a bien chuté, donc Cassandre avait raison. Et donc quand il dit que c'est nous les Cassandres, en fait, il dit que c'est nous qui avons raison, en fait, parce que la fin de l'histoire, c'est nous qui avons raison. Donc il essaye de faire des images, des métaphores mythologiques en croyant qu'on n'a pas les compétences, sauf que nous, on a les copains qui les ont et qui nous disent, Bruno, tu ne
connais rien, tu ne sais rien, tu essayes juste de balancer de la culture pour faire croire que tu mérites ton salaire, que tu mérites ton poste, alors que non, tu ne mérites rien de ce que tu es, frérot. C'est juste de la langue de bois politicienne. Et donc oui, nous sommes les Cassandres qui disons que ça va merder, et nous avons des arguments économiques précis que jamais tu ne répéteras pour dire que oui, ça va être compliqué l'économie française et qu'on est déjà en train de subir ça avec l'inflation, frérot. Mais là, il est à Davos, il est avec les investisseurs étrangers, et donc il faut des capitaux étrangers, et donc il faut rassurer les marchés et dire que tout va bien, et que tous ceux qui disent du mal, ce n'est pas des économies, ce n'est pas des gens qui sont en train de se faire détruire par l'inflation, ce n'est pas des commerçants qui ferment boutique, non, ce sont des gens qui croient que des nuages noirs avancent sur la France, ce sont des gens qui sont juste comme des êtres mythologiques qui balancent n'importe quoi. À chaque fois, il essaye d'éviter le débat, d'éviter la conflictualité. C'est pour ça qu'il parle à BFM Business et qu'il n'est pas face à quelqu'un de sérieux. C'est pour ça qu'il fait que répéter des éléments de langage qui nous empêchent de penser. Parce qu'il refuse le débat, il refuse la conflictualité. Et c'est précisément le premier rôle de la langue de bois. Et aujourd'hui, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne confirment que effectivement l'économie française résiste. Donc je crois que face à... Alors pour vous expliquer, il y avait Debbie qui avait vu cette vidéo-là et qui me l'avait conseillé. Et du coup, en fait, elle avait juste regardé. Et c'est vrai que le FMI dit oui, bon, ça va pas s'effondrer, mais c'est quand même un peu la merde là. Donc ils ont fait des rapports en disant des trucs un peu contradictoires là-dessus. Et donc évidemment, Bruno Le Maire prend les trucs qui l'arrangent quoi là-dessus. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit la France va résister. Ok. Moi, je pose la question, arrêtons avec ce concept de nation juste là 30 secondes et essayons de réfléchir qui va résister. Est-ce que les boulangers vont résister ? Non. Est-ce que les gens qui tiennent des kebabs vont résister ? Non. Est-ce que les pizzerias vont résister ? Non. Est-ce que les restaurateurs en général vont résister ? Non. Est-ce que les entreprises de transport vont résister ? Non. Est-ce que les gens qui ne peuvent déjà quasiment pas payer leur loyer, pas acheter à bouffer, pas mettre de l'essence dans leur bagnole vont résister à l'augmentation des prix, à l'inflation qui va augmenter en février avec l'embargo sur la Russie, avec le diesel qui va grimper encore et qui va encore augmenter en mars lorsque les grandes surfaces vont renégocier les prix avec leurs distributeurs ? Non. Mais là où il dit que l'économie française va résister, c'est que LVMH, eux, ils se sont fait 14 milliards de bénéfices en 2022 et qu'ils vont continuer à se faire du fric en 2023. C'est que Total va continuer à se faire du fric en 2023. Et Sanofi aussi, qui va continuer à se faire des milliards et des milliards et des milliards de profits en 2023. Donc en fait, quand il dit la France va résister, il ne parle pas de nous, de toi, de moi, de ceux qui construisent cette société. Il parle juste des énormes entreprises du CAC 40, c'est eux qui vont résister. C'est tout. L'économie pour Bruno Le Maire, c'est les intérêts des milliardaires qui financent sa campagne. Point barre. Ça va pas plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'il donne aucun chiffre. C'est pour ça qu'il reste dans la langue de bois. C'est pour ça qu'il parle pas réellement de l'inflation, qu'il parle pas réellement de l'augmentation des prix de l'énergie, qu'il parle pas réellement de la guerre, qu'il parle pas de toutes ces conneries-là. Parce qu'il sait très bien que s'il rentre dans les détails, eh ben en fait, il va bien voir que oui, on est dans la merde. Et on n'a pas besoin de grands économistes pour sentir que là, en ce moment, c'est la merde et que ça va pas s'arranger dans les semaines à venir. Donc, il reste dans la langue de bois, il reste dans la surface, il reste dans les concepts foireux pour faire en sorte que le vol qu'on est en train de subir, le pillage de la part des milliardaires qu'on est en train de subir ne se voit pas. Et donc il dit la France. Ah d'accord, la France. Donc quand tu dis que la France résiste, c'est que la France parvient à servir malgré tous les intérêts de ces enfoirés, malgré la crise économique que ces enfoirés ont engendrée. Mais ça évidemment tu vas pas le dire. Tu as tous les chiffres et tout le ministère pour pouvoir nous donner des trucs incroyables, mais tu vas pas dire ça. Tu vas juste dire la France résiste parce que tu nous prends pour des cons. Et je peux vous dire qu'ici, avec tous les chefs d'entreprise étrangers que je rencontre, il y a un endroit où il faut investir en Europe, un pays qui est le plus attractif grâce aux réformes qui ont été engagées par le président de la République Emmanuel Macron, c'est la France. Là, c'est un spot publicitaire pour les investisseurs étrangers. C'est tout. C'est tout. Et là, il le dit. Il dit oui, la solidarité européenne, le machin, mais par contre, parmi tous ces pays de l'Europe solidaire, c'est comme sur la France qu'il faut miser. Donc en fait, il fait que vendre son cul. Toutes les réformes qu'ils mettent en place, c'est juste pour vendre leur cul aux financiers, pour essayer d'avoir les fameux capitaux des marchés financiers, ce flux financier qui nous abreuve et qui nous va permettre de nous sauver de quoi ? De rien du tout, ce qui va juste permettre à des connards de se faire encore plus de fric. Les investisseurs que je vois ici, tous les investisseurs étrangers disent il y a un endroit où il faut être, c'est la France. Alors justement, Bruno Le Maire, vous dites l'Europe résiste, la France résiste, mais on a un nouveau concurrent face à nous, c'est l'Amérique qui, avec l'Inflation Reduction Act, subventionne massivement son industrie. On sait que vous voulez... On a fait des vidéos là-dessus si vous voulez.
Ça date un peu, il faudra qu'on se mette à jour sur les vidéos internationales, ça va être les prochains travaux la semaine prochaine là. Mais c'est la vidéo sur l'Allemagne avec cette horrible vignette, là, la guerre économique qui déchire l'Allemagne et qui montre en fait le rôle qu'ont les États-Unis dans la guerre économique qu'ils sont en train de nous lancer pour essayer de nous prendre un peu de toutes les industries et de profiter des guerres dont ils participent beaucoup, pour essayer d'imposer des nouvelles règles économiques, de couper des relations commerciales pour essayer de s'imposer sur ces nouveaux marchés. Et du coup, les États-Unis, en gros, là, ils disent vous pouvez plus commercer avec la Russie, vous êtes dépendant de nous, de notre énergie qu'on vous vend 4 fois plus cher que ce qu'on devrait, donc en fait, vous êtes plus du tout rentable, vous êtes plus du tout concurrentiel, et au bout d'un moment, on va vous couper aussi les relations commerciales avec la Chine parce qu'on va faire des pressions diplomatiques et peut-être la guerre à Taïwan, et donc vous n'aurez pas le choix que de commercer avec nous pour tout. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de désindustrialiser l'Allemagne, la France, etc., et qu'on est en train d'aspirer tous les capitaux étrangers, on balance 400 milliards de dollars pour investir directement dans des usines de fabrication de micropuces, de voitures électriques et toutes ces conneries comme ça, de chimie aussi. Donc en gros, ils sont en train d'attirer tout le fric et tous les capitaux industriels dans leur pays pour relancer avec un énorme protectionnisme que l'Europe n'osera jamais faire. Bref, ils sont en train de véritablement faire une guerre commerciale, une guerre économique contre nous, les États-Unis. Et comment est-ce que Bruno Le Maire va répondre à cette réalité économique ? Une réponse européenne à ce plan américain, sauf qu'on a entendu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission à Davos, il y a 2 jours, expliquer que le vrai danger, c'était pas les Américains, c'était les Chinois, et qu'il fallait choisir ses combats. Bon bah voilà. Ok, bon bah Ursula machin, ok. Donc la Chine, ce sont les vrais ennemis. Donc en gros là, ils se disent, on se met sous la coupelle totale des États-Unis, on va rompre les relations commerciales avec la Chine comme on a rompu les relations commerciales avec la Russie. Ça nous a si bien porté et ça a empêché tellement si bien la guerre qu'on va continuer dans cette stratégie-là, quoi. Donc, c'est des serpillères à la fois de leur bourgeoisie et à la fois aussi des États-Unis. Donc, c'est incroyable quand même, ces gens-là. Quelle est la bonne réponse à l'Inflation Reduction Act ? Pour nous, il y en a 2. La première, c'est de demander à nos partenaires américains des concessions, des exemptions. C'est ce que nous allons faire avec mon homologue allemand Robert Habeck. Nous allons nous rendre à Washington dans les prochains jours et demander à nos alliés américains, à la suite de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington, nous voulons des concessions. Nous voulons des exemptions pour certains secteurs industriels européens. Ok, d'accord. Donc Macron y allait, il n'a rien obtenu, et Bruno Le Maire, il va y aller, et puis il va obtenir des choses, évidemment. Donc, si vous arrivez à obtenir des concessions par rapport aux États-Unis qui essaient de piquer les milliards des marchés potentiels que représente l'Europe, etc., vous allez négocier comment ? Vous allez faire quoi comme concession ? Parce qu'à un moment donné, si les États-Unis sont en possession pour nous voler tous les marchés et tous les capitaux industriels, ils vont le faire. Et que s'il faut qu'ils réduisent un petit peu ce vol-là, c'est parce qu'ils peuvent obtenir quelque chose de mieux encore en échange. Donc qu'est-ce que vous allez négocier avec les États-Unis ? Quel gage vous allez leur donner ? Quelle avancée, quel compromis diplomatique, militaire vous allez avoir avec eux ? Dites-le-nous. Dites-les-nous. Arrêtez de faire croire que vous allez juste convaincre les États-Unis parce que vous avez des beaux yeux. Donc arrêtez de nous faire croire que ce sont des alliés, nos amis, et qu'il faut juste les convaincre. Ils savent pertinemment ce qu'ils font, les États-Unis. Et c'est parce qu'ils savent pertinemment ce qu'ils font qu'ils le font. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que quand Macron il est allé à Washington, il est allé avec les principaux milliardaires et industriels français. Parce que ce qu'ils veulent négocier, c'est pas le fait de la souveraineté de la France ou de l'Europe. Non, ça c'est de la connerie. Ce qu'ils veulent négocier, c'est le fait que ces milliardaires-là puissent préserver leur statut, puissent préserver leur marché, puissent préserver leur fortune. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Ça va pas plus loin que ça. Parce que s'ils étaient véritablement souverainistes et qu'ils voulaient protéger l'Europe, ça ferait déjà 10 ans qu'ils auraient ramené les usines en France. Ça ferait des années et des années qu'ils auraient contrôlé la circulation des capitaux. Ça ferait des années et des années qu'ils auraient réapproprié les banques pour éviter que ça se casse à l'étranger, ce fric-là. Ça ferait des années et des années qu'ils auraient mis en place un protectionnisme et des taxes à la frontière pour éviter que des conneries d'industriels états-uniens ou d'industriels chinois inondent le marché et cassent tous nos moyens de production en France. Ça ferait des années qu'ils auraient fait ça. Donc s'ils le font que maintenant, si aujourd'hui il n'y a qu'un petit peu de protectionnisme, c'est parce qu'ils veulent protéger les intérêts des milliardaires qui jusque-là profitaient un maximum de la délocalisation, qui profitaient un maximum de l'arrivée des États-Unis sur le marché, qui profitaient un maximum de la vente des entreprises, soit aux États-Unis, soit à la Chine. Donc arrêtez de nous faire croire que vous protégez nos intérêts quand vous allez à Washington. Vous protégez seulement les intérêts de ceux qui vous ont fait élire, encore une fois. Et vous continuerez à le faire tant que vous serez là, et tant que vous n'aurez pas dégagé. Ce qu'on va faire bientôt d'ailleurs. Au sommet franco-allemand, c'est une nouvelle politique industrielle européenne, avec des investissements dans quelques secteurs limités mais absolument stratégiques, comme les semi-conducteurs, l'hydrogène, les panneaux solaires, les batteries électriques.
En gros, ça, c'est les seuls secteurs industriels qui portent encore. Et c'est précisément les secteurs sur lesquels les États-Unis ont misé des milliards et sur lesquels on ne pourra jamais être concurrentiel parce qu'on a un énorme retard industriel par rapport aux États-Unis et à la Chine. Et que si on veut véritablement essayer de choper des marchés comme ça, il faut un énorme protectionnisme contre la Chine et contre les États-Unis. Ce qu'ils ne feront jamais. Donc en gros, ils balancent juste des milliards d'argent public, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est d'argent public, pour les industriels, pour faire en sorte qu'il y ait des usines pas rentables qui se montent et qu'ils puissent se goinfrer encore un petit peu de ce pognon-là, en espérant qu'il y a peut-être une ou deux entreprises qui peuvent avoir un petit marché de niche par rapport aux États-Unis et à la Chine. C'est tout. Donc en gros, c'est notre pognon à nous qui va directement être donné. D'accord ? Donner aux industriels pour qu'ils puissent bâtir des usines tout en étant en concurrence avec les États-Unis et la Chine. Eh ben, c'est l'État qui prend en charge ça. Et du coup, il crée un discours patriotique et nationaliste en disant oui, c'est la France qui doit se réindustrialiser. Mais non, c'est pas la France qui se réindustrialise. C'est juste des énormes patrons milliardaires qui vont récupérer du fric, de l'argent de l'État, de notre travail, pour pouvoir faire des usines à la con qui ne vont servir à pas grand-chose, si ce n'est essayer de récupérer un petit bout du marché que les États-Unis vont nous piquer. C'est tout. C'est tout. Ils essaient juste de sauver la classe dominante. C'est pas plus que ça. Et là, ils parlent d'investissement, mais c'est pas des investissements, ça. Les investissements, c'est quand tu donnes du fric à une entreprise et que tu as une part de cette entreprise-là qui te permet de contrôler cette entreprise. Ou alors quand tu as un retour sur investissement. Mais quand on donne, par exemple, des centaines de millions à Sanofi, il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a que dalle. C'est juste Sanofi qui prend ce pognon-là et qui l'envoie en dividende. C'est tout. Ça va pas plus loin. La désindustrialisation, ça les a pas inquiétés jusque-là. Je veux dire, toutes les usines de France se sont cassées en Chine et dans d'autres pays comme ça, mais ils s'en foutaient, ils continuaient. Bon, c'est pas grave, on va faire une société de services, on va faire du marketing, on va faire de la finance, machin, ça va être incroyable. Et là, tout d'un coup, hop, comme ça pop de nulle part, on va filer des milliards aux industriels qui ont tout délocalisé pour qu'ils remettent une ou deux usines sur les industries vertes, qui ne sont pas du tout vertes d'ailleurs. Et justement, lisez bien les déclarations qui ont été faites par les deux chefs de l'État, la nécessité d'investir davantage dans l'industrie verte, d'investir davantage dans l'industrie décarbonée, dans les énergies vertes. C'est un très bon résultat de ce sommet franco-espagnol. Donc en fait, c'est pas une question de souveraineté, de nation, de réindustrialisation, c'est juste les plaques tectoniques des relations internationales qui sont en train de changer. D'accord ? Avec l'empire états-unien et sa sphère d'influence et l'empire chinois avec sa sphère d'influence qui sont en train de se dessiner, avec des circuits pétroliers en parallèle qui sont en train de se faire, avec des marchés qui sont en train de se libérer, qui sont en train de se refaire, se restructurer. Et dans ces trucs-là, dans ce bordel-là, dans ces crises-là, tu as des bourses qui essayent de récupérer ces marchés-là. Alors oui, c'est vrai, l'Allemagne va perdre quasiment toutes ses usines de voitures parce qu'ils ont misé que sur le thermique. Eh ben, c'est une chance pour les quelques industriels français de tout miser sur la voiture électrique en espérant que l'Union européenne tienne sur la position sur les voitures électriques et qu'ils puissent exporter leurs conneries là aussi, etc. C'est pas une question de juste de réindustrialisation, c'est une question d'opportunité commerciale qui se reforme parce que c'est la merde avec la Chine et les États-Unis qui se font une guerre commerciale, une guerre impérialiste, une guerre militaire bientôt, et ça va être le bordel, quoi. C'est ça, en fait, qui produit des mouvements à l'intérieur de la classe dirigeante française. C'est pas juste soudainement Macron qui s'est dit tiens, il faut réindustrialiser le pays. Jusque-là, il avait rien fait. Et là, tout d'un coup, il faut balancer des milliards pour les voitures électriques. Non, c'est pas ça. Évidemment que c'est pas ça. Et quand on y pense, c'est que la délocalisation des ouvriers qui nous met dans la misère, ça, ils s'en foutent. Mais par contre, la délocalisation qui touche aux intérêts directs de la bourgeoisie, des mecs qui ont les industries, des mecs qui ont les banques, des mecs qui ont la finance, les milliardaires, là, par contre, il y a des actions d'État qui nécessitent des milliards et des milliards d'investissements. Là, ça va serrer des paluches au forum de Davos. Là, ça va faire des discours. Là, ça va vendre des concepts. Et là, ça demande à McKinsey de faire des fiches. Tu vois, c'est fou quand même. Il y a différentes... C'est fou quand même comment les délocalisations, selon à qui ça arrange, selon qui ça contraint, c'est pas la même réaction. À un moment donné, ça se voit, les gens, ça se voit que vous défendez en permanence toujours les mêmes intérêts. Les choses ne sont jamais simples, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais il faut être lucide. Si nous voulons, au XXIe siècle, garder une industrie européenne puissante et même profiter du changement climatique pour réindustrialiser l'Europe et réindustrialiser la France, c'est maintenant que ça se joue. Il n'y a pas une seconde à perdre pour mettre les... Écoutez bien ça, les jeunes là, ceux qui sont angoissés par l'écologie parce qu'on en parle à 24 dans la télé sans donner de solution. Bruno Le Maire dit il n'y a pas une minute à perdre pour profiter des opportunités commerciales que nous offre le réchauffement climatique. L'écologie, pour ces gens-là, ce n'est que des opportunités commerciales. Et tous les mouvements qu'ils feront en faveur de l'écologie, enveloppés de verre, enveloppés de marketing écolo, tout ce qu'ils feront sera déterminé par ces opportunités commerciales pour essayer de produire toujours plus de merde.
pour essayer d'imposer de nouvelles normes, pour ouvrir de nouveaux marchés. Il n'y a rien d'autre à attendre de leur part. Ils se feront du fric sur l'angoisse écologique et rien de plus. Ok ? Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, qu'importe les vidéos sur YouTube qu'ils font, ce sera toujours la même chose. C'est seulement les opportunités commerciales qui les mettent en mouvement. Et donc s'il y a des contradictions qu'on connaît tous entre à la fois les enjeux écologiques et la surproduction de notre société de consommation, cette contradiction-là ne sera jamais surmontée par notre gouvernement, ne sera jamais surmontée par ces petits milliardaires de merde, d'accord ? Donc, si on veut régler le problème écologique, si on veut faire que l'écologie, ce soit véritablement une force qui permet de transformer la société pour nous préparer à ce qui va venir, et pas juste des opportunités commerciales, et pas juste des pubs à la télé, et pas juste du marketing vert, il faut les dégager. C'est aussi simple que ça. Et il le dit. Cet enfoiré le dit. Ils mettent des milliards pour profiter de l'opportunité commerciale écologique. Ils font rien pour le réchauffement climatique. Ils ne font rien. Et ça, c'est criminel de faire ça. C'est putain de criminel de faire ça. Ok ? Et dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera encore plus criminel qu'on va regarder en arrière et qu'on aura vu ce fils de pute balancer que l'écologie, c'est juste une opportunité commerciale et que si on fait rien contre ce genre de gars et qu'on le dégage pas pour ce qu'il a dit, dans 20 ans, ils vont nous juger, les types. Hein, ils vont nous dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu ? Il l'a dit à la télé, il l'a dit sur BFM Business et vous n'avez rien fait. Eh ben non, on va pas se laisser faire. On va pas ne rien faire, ok ? Bordel de merde. Les choses sont trop importantes pour que des connards comme ça restent au pouvoir, quoi. Des investissements sur la table. Ça peut être des investissements publics, ça peut aussi être des investissements privés. Et il est essentiel de mobiliser aussi des investissements privés. De ce point de vue, réaliser l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire... C'est fou parce que peut-être qu'il y aura des investissements publics, peut-être qu'il y aura des investissements privés. C'est le ministre de l'économie qui dit ça. Hein. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura du privé, peut-être qu'il y aura du public. Est-ce qu'ils vont forcer les investissements privés ? Bah non, ils vont peut-être essayer de convaincre encore une fois les industriels d'investir là où ils voudraient que l'État investisse. Non mais c'est quoi ce foutage de gueule ? T'es qui, Bruno ? T'es qui ? T'es pas le ministre de l'économie si tu sais pas ce genre de choses, si t'as pas un avis sur le sujet. Et surtout t'es ministre de l'économie, donc tu peux faire en sorte de forcer les investissements privés. D'accord ? Tu as ce pouvoir-là, tu as des milliers et des milliers de fonctionnaires avec toi, tu as la loi avec toi, tu as la justice avec toi, tu as même la police avec toi, parce que si des industriels refusent de faire ce que tu dis, tu peux envoyer la police et les mettre en prison, ces enfoirés. D'accord ? Tu as ce pouvoir-là. Donc arrête de dire juste on espère qu'il y aura des investissements privés. Fais en sorte qu'il y a des investissements privés si c'est ça la solution. Fais-le. Arrête d'espérer, arrête de demander. Fais-le. Mais de toute façon, on sait très bien comment ça va finir. Vous allez balancer là-dessus nos entreprises privées et vous allez rien demander en échange et ils vont tout balancer en dividendes. Ça fait des années que vous allez faire ça et au pire des cas, ça va se finir avec des entreprises qui ont été subventionnées pendant 5-10 ans par l'État et qui vont être achetées après par les États-Unis pour €1 symbolique. C'est ça qui va se passer. Parce qu'on le rappelle, hein, c'est ce qui s'est passé avec Alstom où t'as les États-Unis qui ont menacé de prison le patron de Alstom parce qu'ils ont la putain d'extraterritorialité de leur loi et que vous vous soumettez à ça et que du coup on a perdu une des principales industries que nous avions en France avec Alstom et on a vendu ça à General Electric. On connaît le début et la fin de cette histoire. Arrêtez de nous mentir. Dites les termes. Dites les termes. De ce point de vue, réaliser l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire un marché unique des capitaux européens, devient maintenant une urgence absolue. Parce que c'est la seule façon de lever des fonds suffisants pour que les investisseurs industriels se disent bah oui, l'Europe, elle nous donne les fonds dont nous avons besoin, les modalités de financement dont nous avons besoin pour réaliser nos investissements sur le territoire européen. Le bon impérialiste au service de la finance internationale. C'est beau quand même de voir ça. Hein. Donc en gros, la fusion des capitaux machin, c'est de dire en gros, bah en fait on récolte tout le pognon étranger, mais pas directement de pays à pays, mais c'est l'Europe, dans la caisse de l'Europe, et puis après c'est l'Europe qui va investir dans les industries françaises et allemandes. C'est ça en fait qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Donc en gros, là, Bruno Le Maire a dit on va se servir de la construction européenne pour essayer de choper un maximum d'investisseurs privés et du coup mettre dans la merde tous les pays qui sont en concurrence directe avec nous, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne puisque tu as un libre-échange total avec eux. Donc vous êtes des rapaces. Vous êtes des chiens, vous faites tout ce qui est possible juste pour choper un petit peu de capitaux étrangers. Vous faites des réformes des retraites juste pour dire aux capitaux étrangers qu'il y a du pognon à se faire sur les retraites supplémentaires et qu'il faut investir dans la finance aujourd'hui française. C'est la seule chose que vous faites. Toutes les réformes, ça va dans ce sens-là. Mais vous essayez de faire passer ça pour de l'entraide parce que vous êtes des moralistes, parce que l'Europe, c'est la paix, etc. Sauf que, ce que vous oubliez toujours, et que nous, on a toujours en tête, c'est que si vous créez de la misère partout en Europe à cause de votre politique, mais il est possible qu'il y ait une petite identité européenne qui se développe. Alors pas une identité européenne comme vous essayez de nous la forcer là avec votre drapeau à la con que vous foutez partout alors que c'est pas du tout légitime qu'il soit là, ce truc de merde là. Non, pas cette Union européenne là, mais une identité européenne qui est basée sur le fait que ce sont les mêmes connards qui sont en train de tous nous appauvrir.
qu'on soit portugais, qu'on soit espagnol, qu'on soit français, qu'on soit italien, qu'on soit allemand, ce sont les mêmes connards qui sont en train de nous appauvrir. Et donc une identité européenne qui ne se fasse pas sur vos beaux discours et sur votre langue de bois de merde et vos concepts de l'Europe, c'est la paix, la démocratie, les trucs, le machin, mais une Europe basée sur vous dégagez, bande de merde. Vous dégagez de Bruxelles, vous dégagez de Francfort, vous dégagez de Strasbourg, vous dégagez de toutes ces institutions qui organisent le pillage en Europe, qui organisent l'appauvrissement de l'Europe et qui organisent la misère partout. Et ça peut être cool. Parce que là, c'est en train de se développer un petit peu en France. On n'en parle jamais, mais là, en Angleterre, ils sont dans le plus gros mouvement social qu'ils ont depuis des décennies. Et ça va se répercuter aussi en Allemagne. Le jour où toutes les industries allemandes vont se péter la gueule parce que l'énergie a explosé, et ben du coup, aussi, il va y avoir des Allemands qui vont aller dans la rue et que toute notre effort militant, jour après jour, ça va être de faire en sorte qu'il y ait une conscience de classe qui se réveille chez chacun d'eux en se disant « Nous avons le même ennemi commun. Nous avons le même putain d'ennemi commun. » Et ça, une Europe qui se fait contre vos gueules, moi, je vote pour. Celle que vous essayez de nous vendre depuis des années, c'est de la merde, mais celle-là, pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas hein ? Je serais prudent parce que le conflit en Ukraine n'est pas terminé, que les marchés de l'énergie restent très volatiles et qu'il faut continuer à soutenir à la fois les ménages et les entreprises. Vous voyez ou pas l'escroquerie là ? Donc déjà, incroyable, la guerre n'est pas finie. Bruno Le Maire, c'est toi qui avais dit il y a un an qu'on avait des armes atomiques financières pour arrêter la guerre et pour faire effondrer la Russie. C'est bizarre que vos sanctions qui ont créé une énorme crise économique en Europe n'aient pas du tout abouti à la paix en Ukraine. Comme si la paix en Ukraine, c'était pas ni votre objectif, ni l'objectif de nos alliés états-uniens. C'est fou ça quand même. Hein, on en apprend des choses sur BFM Business. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de volatilité du marché. Mais il n'y a pas de volatilité du marché qui se pose comme ça. Enfin, c'est une volonté politique de rendre les marchés volatiles, de se rendre dépendants du marché. Parce qu'en réalité, il faut le répéter, il n'y a pas eu d'augmentation du coût de production de l'électricité en France. Puisque nous sommes sur le nucléaire, nous sommes détachés de fait du marché européen, de fait du gaz et compagnie. Donc en gros, l'augmentation du prix de l'électricité aujourd'hui en France est un phénomène purement spéculatif. Mais du coup, on file notre pognon à qui là ? On file notre pognon à qui si les prix de l'énergie n'ont pas augmenté en France, si le prix de l'électricité n'a pas augmenté en France? On le file à qui notre pognon? Vous filez des milliards et des milliards au marché financier, c'est ça en fait ce qui se passe. C'est uniquement ça qui se passe. Vous filez des milliards et des milliards à Total pour qu'ils balancent des dividendes. C'est exactement ça quand vous dites que vous préférez soutenir les ménages et les entreprises plutôt que de régler le problème à la source, plutôt que de prendre le pognon à la source. Vous préférez balancer du pognon à des multinationales qui se font des milliards de dividendes plutôt que de régler le problème. Et ça, là aussi, c'est criminel. Et pour ça aussi, on va vous juger. Et pour ça aussi, on va vous dégager. Et tu vois, c'est toujours des petits trucs, des petites articulations d'idées, de concepts qui font penser que les choses sont telles qu'elles sont, mais on n'y peut rien. Et que dans ce contexte-là, du coup, il vaut mieux faire ça, c'est plus raisonnable. Alors que c'est du bullshit du début à la fin. C'est de la merde ce qu'ils disent. Putain, mais Bruno, on va venir te chercher. Franchement, on va venir te chercher et tu l'auras mérité. Face à la flambée des prix de l'énergie, je pense aux très petites entreprises. Nous avons garanti un prix à 280 € le mégawattheure en moyenne pour les très petites entreprises. Le marché aujourd'hui de l'électricité est en dessous de 280 € le mégawattheure. Donc en gros, ils garantissent un prix que de toute façon les entreprises n'allaient pas leur vendre. Et 280, donc ils garantissent ce prix-là alors que le coût de production est à peu près entre 40 et 50 €. Donc en gros, attends, je vais faire un calcul, 6 fois plus cher. Donc en gros, ils garantissent un prix pour les TPE et les PME de l'électricité 6 fois plus cher que ce qu'il devrait être. Et on devrait le féliciter pour ça. On devrait l'applaudir pour ça. Les chefs d'entreprise, les petits patrons devraient remercier Bruno Le Maire d'avoir juste fait en sorte que les prix soient multipliés par 6 au bout d'un an de crise énergétique. Et surtout quand c'est la CGT qui permet de garantir la baisse des prix, là c'est pas bien. Hein. Là c'est pas bien. Quand c'est la CGT à Marseille qui fait en sorte que les hôpitaux, les universités ne payent pas le prix de l'électricité, que les boulangers passent en tarif réduit, etc. Là c'est une mauvaise chose. Bref. Des bisous, hein. La CGT, on a beaucoup critiqué, notamment sur cette chaîne, l'intersyndicale, et on va continuer à le faire parce qu'il y a des limites, il faut être conscient de ça. Mais par contre, les gars qui coupaient l'électricité là, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Et ce qu'il dira jamais, Bruno Le Maire, c'est que moi, j'avais pensé à ça parce que j'ai discuté avec un transporteur qui a une petite PME de transport et avec l'augmentation du prix du diesel, en gros, il va fermer boutique, quoi. C'est ce qu'il disait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les petites entreprises de transport, ça va être remplacé par des giga grosses entreprises qui vont tout gérer elles-mêmes, tu vois, des énormes holdings avec des gens qui seront un peu ubérisés. Et en fait, oui, c'est ça qu'ils veulent faire.
Et pareil pour les boulangers. C'est pas grave si toutes les boulangeries ferment, parce qu'en fait, il y aura toujours le marché du pain qui existera en France. Et donc, il sera approprié par peut-être des grandes surfaces ou peut-être des chaînes de boulangeries qui vont s'installer partout. Et pareil pour les petits restaurateurs, etc. Et eux, ça les dérange pas parce qu'en fait, ça va repartir sur une tendance monopolistique où tu vas avoir quelques entreprises qui vont gérer tout le pain. C'est un peu la destruction créatrice du capitalisme. Tu sais, on détruit des entreprises, mais ça libère des marchés, ça se restructure, etc. Sauf que lui, il va pas assumer ce discours-là. Il ne va pas assumer la conséquence de sa politique qui est que, oui, c'est pas grave, toutes les petites entreprises vont fermer, mais tu vas en avoir des grosses qui vont les remplacer. Des grosses entreprises qui ont suffisamment de capitaux pour investir sur ces marchés-là, tout en écrasant la concurrence. Et évidemment, ça va être des multinationales qui sont déjà implantées et qui ont des milliards qui peuvent investir et qui vont choper des subventions publiques pour ça d'ailleurs. Je verrai les fournisseurs d'énergie à nouveau en début de semaine pour les rappeler à leurs obligations que sur la facture d'énergie doit bien figurer les 280 € le mégawattheure en moyenne pour toutes les très petites entreprises. Attends, c'est-à-dire que Attends, c'est toi qui vas vérifier ça avec eux? Enfin, c'est pas imposé? Il n'y a pas des services de l'État qui vont investir là-dedans? Enfin, je veux dire, il y a des mecs du fisc qui vont dans toutes les petites entreprises pour vérifier qu'il n'y a pas un ticket de caisse qui manque à chaque fois. Et sauf que là, pour les fournisseurs d'énergie qui ne servent à rien, qui sont juste des gras de papier, qui mettent juste des logos sur des factures et sur des marges immenses qui se font et qui ne produisent aucune électricité, pour ces salauds-là, par contre, il n'y a pas de contrôle et c'est toi qui le fais directement en leur demandant d'être gentil. Et vu que tu es soumis au marché financier, eh ben, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu demandes juste aux gens d'être gentils. Et du coup, tu laisses aux industriels de toujours composer pour faire en sorte que quoi qu'il arrive, même s'il y a des crises économiques immenses, eh ben, leur intérêt soit préservé. Tu laisses cette possibilité de négociation en permanence pour les industriels et tu ne le fais pas pour l'Assemblée nationale. C'est quand même marrant, hein? On sait pour qui tu travailles, un fils de chien. Je me félicite que certains fournisseurs d'énergie, comme Total par exemple, aient déjà indiqué qu'ils étaient prêts à aider les PME. Nous l'avions demandé. Ok, et du coup, comment tu as négocié, Bruno? Qu'est-ce que tu leur as offert à Total pour qu'ils soient gentils comme ça? Vu que tu leur as pas imposé. Tu leur as dit, vous inquiétez pas, toute la politique française va faire en sorte que la France devienne le premier port GNL d'Europe et que tout le gaz qui va être envoyé depuis les États-Unis et le Qatar, ce soit nous qui les récupérons et qu'on va tout faire en sorte pour qu'il n'y ait aucun gazoduc qui passe de l'Espagne à l'Allemagne pour faire en sorte que vraiment tout passe par la France quoi qu'il arrive et que ce soit Total qui se fasse des marges énormes sur le GNL qui est importé et sur le pétrole qui est importé puisque ça viendra plus de la Russie. C'est ça que tu as négocié avec Total? Vraiment, c'est ça l'idée. Ok. Bon, bah super. Hein. Donc, qui est au service de qui dans cette histoire? C'est Total qui est au service des Français ou c'est l'État français qui est au service de Total? Je connais la réponse. Oui, je connais la réponse. Je veux être très clair. Le dividende salarié était proposé par le président de la République. Il sera mis en œuvre. C'est une question de justice. Quand une entreprise est capable de verser des dividendes à ses actionnaires, elle doit être capable de verser une meilleure rémunération à ses salariés. Et on voit bien à l'occasion de ces manifestations, je reviens à vos questions sur les... Bon, je ne vais pas faire mon forceur, mais vous avez vu la vidéo micro-trottoir à Paris. Et tu as le cheminot qui explique que la valeur, elle se partage de trois façons différentes. Donc en investissement, dans les salaires de ceux qui produisent la richesse, et tu balances ça en dividende pour ceux qui spéculent sur la bourse financière, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le capital, tu vois. Donc en gros, pourquoi est-ce que, simple question, hein, si c'est nous, à travers l'État, qui faisons les investissements, si c'est nous, à travers notre travail, qui produisons la richesse, pourquoi est-ce qu'il faudrait partager quoi que ce soit avec le capital, du coup? Cette société nous appartient, c'est nous qui faisons les investissements, c'est nous qui entretenons les infrastructures qui permettent aux entreprises de fonctionner, et c'est nous qui, tous les jours, dans les entreprises, créons les richesses. Donc à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on partagerait la valeur avec des putains de financiers qui ont que des titres de propriété à la con et qui font que des chantages sur les marchés financiers? Pourquoi est-ce qu'on partagerait ça? Et surtout, là, il parle de salaire, dividendes, comme ça on toucherait une partie des dividendes qui sont versés, les trucs. C'est la Macronie, les gens. C'est la Macronie. À chaque fois, ils essayent de se faire passer pour des SOSDEM en disant oui, il faut plus d'équité, l'injustice, tout ça. Et au fond, ça finit toujours par passer par la petite porte. Et toutes les réformes qui pourraient un petit peu arranger la situation de quelques salariés, ça passe à la trappe parce qu'ils se foutent de notre gueule. Pourquoi ils inventent un nouveau concept alors que ce qu'il faut, c'est juste augmenter les salaires? C'est fou ça, parce qu'en fait le nouveau concept c'est eux qui le contrôlent, c'est eux qui l'écrivent, c'est eux qui en gèrent la propagande, et du coup ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, notamment un truc totalement inefficace, et c'est ce qu'ils font toujours. Le plafond qui a été mis en place sur les fournisseurs privés au niveau du prix de l'électricité, il est en dessous du prix du marché, mais ils ont mis un plafond, ah incroyable, comme ils ont mis une taxe sur les super profits, ah incroyable, et dans les deux cas ça ne marche pas. Et là pareil, ils vont mettre des dividendes salariales de je sais pas trop quoi, ils vont le saboter eux-mêmes, évidemment, ils vont le faire ça en commission mixte parlementaire pour faire en sorte que ça fasse pas trop de bruit dans les médias, le débat il sera déjà passé, et au final on n'aura rien.
on n'aura rien. Bien évidemment qu'on n'aura rien. Et on voit bien à l'occasion de ces manifestations, je reviens à vos questions sur les retraites, que derrière, il y a une interrogation plus profonde sur le travail, sur la valorisation de chacun, sur la juste rémunération de chaque salarié. Alors oui, il y a des questions plus profondes derrière la réforme retraite. Je suis tout à fait d'accord. Mais juste s'axer sur le travail, c'est vrai, hein, quand tu poses la question, il parle des conditions de travail, etc. Mais le problème, c'est pas le travail, le problème, c'est la vie. C'est ça qui nous importe, nous, d'accord ? C'est la vie. Nous, on veut vivre dignement de notre salaire. On veut faire en sorte que le travail ne nous détruit pas physiquement et psychiquement et qu'on arrive après à la maison à avoir une vie normale. On veut avoir du temps libre pour mener sa vie. On ne veut pas juste travailler comme des débiles comme vous pouvez faire. On a autre chose à faire dans notre vie que de faire ça, ok ? Et quand on parle d'augmentation de salaire, quand on parle de ne pas crever au boulot, ce qu'on dit, c'est on veut vivre dignement de notre travail. C'est tout. C'est le dividende salarié. Vous savez que je suis en général très transparent et très direct. Nous mettrons en place ce dividende salarié. Le mec qui a fait 15 minutes de langue de bois, d'articulation de concept pour ne jamais dire ce qu'il pense, le mec dit « on est transparent ». Non, ta gueule. Enfin, juste ferme ta gueule. Enfin, je veux bien faire des discours, mais juste, Bruno, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, t'es pas transparent, t'es une langue de bois vivante, t'es juste là à bégayer, à articuler des trucs pour servir les putains d'intérêts des financiers, c'est juste ça que tu fais. T'es pas le ministre de l'économie, t'es juste le représentant des lobbies qui ont fait élire ton patron et qui vont peut-être financer ta prochaine campagne, c'est tout ce que t'es. Et surtout, il dit « vous savez ». Il parle à qui là ? Quand il dit « vous savez », il parle aux deux journalistes avec qui il mange des macarons là ? Avec qui il partage des blagues, avec qui il envoie des SMS, à qui le Macron invite à l'Elysée pour qu'ils puissent bouffer ensemble, tranquille, en envoyant leur élément de langage. Il parle à cette petite caste au pouvoir, ou il parle à nous. Vous, c'est nous. Mais nous, on n'est pas potes, hein, Bruno, on n'est jamais potes, on sera jamais potes, et jamais je te respecterai. Hein. Si je te vois, c'est un crachat dans la gueule, et pas plus pour tout ce que tu as fait contre la France et contre tous ceux qui la composent, ok ? Fais pas genre, on était potes, ça se fait pas. On n'a pas été élevé comme ça. Si on n'est pas potes, on n'est pas potes, c'est pas grave, on n'est pas potes. Respecte-nous, respecte notre relation. Essaye pas de créer un truc parasocial dégueulasse, genre on serait tes potes. Non, on n'est pas potes, on n'est pas potes. Arrête de faire semblant, arrête d'essayer de nous manipuler, ok ? Peut-être que ça marchait quand on était à la cour de récré, on était des ados, mais maintenant on a la vie derrière nous et on sait très bien que ce genre de comportement, c'est juste un mec toxique qu'il faut envoyer balader. C'est tout, ni plus ni moins. Bon bref, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça au-delà que c'est de la propagande, que c'est de la merde et que Bruno dégage? Oui, évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah déjà qu'il y a beaucoup de problèmes en France. Tu vois, les journalistes, ils ont commencé avec la réforme retraite et en fait, ils ont parlé de tout ce qui n'allait pas. Et en fait, on voit que ce soit l'inflation, que ce soit les guerres impérialistes qui sont en train de se mener à la Chine et les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les taux directeurs, que ce soit la réforme retraite, que ce soit les mobilisations contre la réforme retraite, ou que ce soit les plans de réindustrialisation, etc. Et c'est dans ce contexte-là où tu as une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine que les petits bourges là français essayent de choper des capitaux, essayent de s'ouvrir à d'autres marchés, et donc l'État doit essayer de choper des capitaux étrangers, et donc on se retrouve avec des Bruno Le Maire au forum de Davos à faire de la langue de bois, à ne rien expliquer pour faire passer la France comme le bon lieu où balancer le pognon. Et c'est pour ça qu'il y a ces discours-là, et c'est aussi pour ça qu'il y a des réformes, parce qu'un gouvernement qui est capable d'imposer une réforme retraite à la con à toute une population alors qu'elle est contre, c'est un gouvernement qui est capable de mater la population quand la population essaye un petit peu de desservir les intérêts des financiers. Et donc en tant que financier, tu es content que tu as un état policier fort, un état propagandiste fort comme ça, et tu vas mettre du pognon là-bas, comme ils ont mis du pognon aux États-Unis, comme ils ont mis du pognon à la Chine à un moment donné. Et pour justifier ça, il faut la grande confusion, des mots, des concepts, dire des choses pour ne pas en dire d'autres, essayer de passer hop machin pour pas dire augmentation de salaire, mais plutôt des salaires dividendes de trucs. On va pas dire que toutes les boulangeries vont fermer, c'est pas une mauvaise chose. On va dire qu'on va essayer de fixer des plafonds qui seront en dessous du prix du marché en demandant aux fournisseurs d'énergie qui sont la cause de ce problème-là de mettre ces trucs-là sans leur imposer quoi que ce soit. Et comme avec les grosses entreprises, on leur dit de financer des trucs sans leur imposer quoi que ce soit. Et en échange, on leur donne des énormes subventions qui sont financées directement par nos impôts. Du coup, ça fait des déficits. Mais c'est plus compliqué d'emprunter sur les marchés financiers parce que tu as une inflation et que tu as une augmentation des taux directeurs. Et que du coup, il faut choper ce pognon ailleurs, chez les marchés étrangers. Mais pour ça, il faut les rassurer. Et puis, il faut faire des réformes pour choper des milliards, pour pouvoir justifier le fait qu'on emprunte, pour pouvoir emprunter à taux un peu plus bas, pour pouvoir investir encore plus, pour pouvoir lutter contre le plan d'investissement états-unien, etc., etc. Tu vois, tout est lié. Tout est lié. Et on ne se sortira pas dans notre analyse et dans notre combat politique si on ne lit pas toutes les choses ensemble. Et c'est pour ça, et on va finir là-dessus, que
la lutte contre la réforme retraite doit être une lutte contre tout ce qui a engendré la réforme retraite et une lutte contre tout ce qu'on peut analyser à partir de la réforme retraite. C'est ça l'important. Parce que si on ne se politise pas sur tous les enjeux internationaux, financiers, économiques, de classe, etc., on ne va pas pouvoir lutter réellement contre ce qui cause cette réforme retraite-là. Il ne faut pas se limiter à ça parce que les enjeux de notre temps, que ce soit économique, que ce soit financier, que ce soit sociaux, que ce soit culturel aussi, que ce soit écologique, que ce soit guerrier, tu vois, avec les... Enfin, c'est une escalade militaire de ouf qui est en train de se passer. Encore aujourd'hui, ils envoient encore des chars en Ukraine pour dire « Oh, ben ça va marcher au bout d'un an ». Bref, on est face à une crise historique qui ne se résoudra pas et qu'il va bien falloir affronter. Et pour ça, il faut parler de tous ces sujets-là, il faut les articuler tous ensemble, et il faut trouver des solutions politiques pour pouvoir résoudre ces problèmes-là et entrer dignement dans cette époque en se disant, bah ok, on est face à des crises, mais on va s'adapter. Et ça, ces 3 points-là, donc parler de tout, les articuler et avoir un projet politique par rapport à ça, c'est quelque chose que ne permet pas seulement la lutte contre la réforme retraite. Mais c'est la réforme retraite qui lance un mouvement social qui va nous permettre de parler de tous ces sujets-là, de les articuler et d'avoir un projet politique derrière qui permet de résoudre ces trucs-là. Ok ? La réforme retraite, c'est le début, c'est l'opportunité, c'est ce qui met en mouvement. Le reste, c'est notre travail. Et donc, c'est pour ça que, on va le redire dans plusieurs vidéos, on l'avait quasiment jamais dit avant et on se force un peu à le faire là. Si tu penses que ce que je dis là, ça a du sens, partage-le. Partage-le. Prends-toi 10 minutes, prends-toi 15 minutes, prends-toi un thé et un peu de temps pour partager ça sur les groupes Facebook, par mail, à tes potes, etc., en leur disant de partager aussi. Pourquoi ? Parce que le seul moyen de profiter de cette réforme-là pour déborder, c'est de donner de la force à ceux qui tentent de déborder. D'accord ? Et nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut amener sur d'autres sujets, comme on l'a toujours fait. Et là, on va le refaire. On est prêt, on est organisé et on va tenir la ligne pour ça. Donc, si ça t'intéresse, ce truc-là, partage-nous. Nous donne pas des sous, on n'a pas besoin de sous. On va te dire en mai, juin, juillet qu'on va refaire notre financement. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de ça. Si tu as des sous, mets-les ailleurs, mets-les dans les caisses de grève, mets-les dans les autres médias. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être partagé. Bref, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. Pour moi, ça a été très endurant de crier comme ça sur Bernard Arnault, j'allais dire. Incroyable, hein, sur Bruno Le Maire. Mais j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé. Heureusement que ça faisait que 15 minutes d'interview parce qu'on est à 2 heures de tournage quand même. Sur ce, des bisous, à la prochaine, n'hésite pas à partager. Si tu organises des actions ou si tu participes à des actions, si tu filmes des actions, envoie-nous un mail à sabouge@lecanardrefractaire.org. Et en général, je me trompe et je dis onbouge@lecanardrefractaire.org. Et du coup, les deux sont valides, donc tu peux les envoyer aux deux, voilà, ça marche. Ou alors sur Facebook, si t'es plus sur Facebook. Et le fait d'avoir... Et donc comme ça, on va pouvoir annoncer les dates, mais on va surtout pouvoir relayer les vidéos de toi qui organise des actions, de toi qui participe à ces actions-là. Et comme ça, on va donner envie à tout le monde d'aller en manifestation, d'aller dans les ronds-points, d'aller dans les mobilisations, de faire des actions, de prendre des initiatives. Et comme ça, on va pouvoir déborder, parce qu'il faut un travail militant pour déborder, ça va pas apparaître tout seul. Et nous, on veut mettre en scène ce travail-là pour donner envie et pour se rendre compte aussi que le mouvement social déborde, que c'est pas que l'intersyndicale qui décide aujourd'hui, on peut les mettre de côté et que maintenant c'est à nous de prendre en charge la chose que nous voulons. Si on veut que le mouvement social se transforme, eh ben, il faut travailler et il y en a qui commencent à travailler pour transformer ce mouvement social là, il faut les médiatiser, leur donner la parole et leur donner de la force. Bref, c'est ça le projet du canard, incroyable. Sur ce, des bisous et à la prochaine.